T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avancer facilement vers la liberté financière, tandis que d'autres restent piégées dans les dettes et les limitations? As-tu déjà réfléchi à savoir si les idées que tu as héritées sur l'argent t'aident vraiment ou au contraire, te freinent? Dans ce livre audio, tu découvriras les enseignements de Père riche, Père pauvre, un classique qui révèle la différence entre travailler pour l'argent et apprendre à faire travailler l'argent pour toi. Tu découvriras de nouvelles façons de voir les opportunités, tu apprendras à distinguer les actifs des passifs, et tu commenceras à construire une mentalité qui peut transformer ta relation avec la richesse. Si à un moment donné tu sens que ce message te parle, je t'invite à écrire dans les commentaires « Actif financier ». Voir cette phrase répétée nous rappellera que nous sommes une communauté prête à grandir, à apprendre et à créer l'abondance ensemble. Respire et commençons. Père riche, Père pauvre. Bienvenue dans ce voyage transformateur à travers les pages de Père riche, Père pauvre, l'une des œuvres les plus influentes sur l'éducation financière de notre époque. Ce livre nous raconte l'histoire extraordinaire de Robert Kiyosaki, un enfant qui a grandi à Hawaï avec l'avantage unique d'avoir deux figures paternelles qui lui ont enseigné des perspectives totalement opposées sur l'argent, le travail et la richesse. Ce n'est pas simplement une histoire sur les finances personnelles, c'est une révélation profonde sur la manière dont nos croyances les plus ancrées sur l'argent déterminent notre destin financier. À travers les leçons contrastées de ces deux pères, Kiyosaki nous invite à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur le fonctionnement réel de l'argent dans le monde. La prémisse fondamentale de ce livre défie la sagesse conventionnelle. Alors que la plupart d'entre nous avons été éduqués pour croire que la clé du succès financier réside dans l'obtention de bonnes notes, la recherche d'un emploi stable et le travail acharné pendant des décennies, Kiyosaki nous présente une alternative radicale: apprendre à faire travailler l'argent pour nous, plutôt que de passer toute notre vie à travailler pour l'argent. Au cours des 2 prochaines heures, nous explorons ensemble les 6 leçons fondamentales qui ont transformé la compréhension de Kiyosaki sur l'argent et qui ont changé la vie financière de millions de personnes à travers le monde. Nous découvrirons pourquoi les riches deviennent plus riches, pourquoi la classe moyenne lutte financièrement malgré ses revenus, et pourquoi l'éducation financière traditionnelle nous prépare souvent à être des employés performants, mais pas à être financièrement libres. Préparez-vous à un changement de paradigme qui pourrait transformer complètement votre relation avec l'argent, les investissements et la vraie richesse. Chapitre 1 – L'histoire de 2 pères. Imagine un instant grandir avec 2 pères totalement différents, chacun brillant à sa manière, mais avec des philosophies diamétralement opposées sur l'argent et le succès. Ce fut la réalité unique de Robert Kiyosaki. Et cette expérience extraordinaire est devenue la base de l'une des éducations financières les plus précieuses jamais documentées. Robert avait un père biologique et un père adoptif, qu'il appelait son père riche. Son père biologique, qu'il appelait son père pauvre, était un homme très éduqué, titulaire d'un doctorat, qui devint finalement le surintendant de l'éducation à Hawaï. Il était respecté, travailleur, et croyait fermement en l'importance de l'éducation traditionnelle. Pour lui, la formule du succès était claire et simple: étudier dur, obtenir de bonnes notes, trouver un emploi stable avec de bons avantages et travailler dur toute sa vie. De l'autre côté, son père riche était le père de son meilleur ami, Mike. Cet homme avait quitté l'école en 8e année, mais il possédait quelque chose que son père éduqué n'avait pas: une compréhension profonde et intuitive du fonctionnement réel de l'argent. Alors que le père pauvre se concentrait sur la sécurité de l'emploi et les avantages, le père riche se concentrait sur l'indépendance financière et sur le fait de faire travailler l'argent pour lui. La différence entre ces 2 hommes ne résidait pas dans la quantité d'argent qu'ils gagnaient initialement, mais dans leurs pensées et leurs attitudes fondamentales envers l'argent. Le père pauvre disait souvent des phrases comme « Nous ne pouvons pas nous le permettre » ou « L'argent n'est pas important ». Le père riche, en revanche, enseignait à se demander « Comment puis-je me le permettre ?» et croyait que l'argent était un outil puissant qui, bien utilisé, pouvait générer liberté et opportunité. Ces différences philosophiques se manifestaient dans chaque aspect de leur vie.
Le père pauvre travaillait dur pour l'argent, payait ses factures en premier, puis dépensait ce qui lui restait. Le père riche se payait lui-même en premier, investissait son argent, puis payait ses dépenses avec ce qui lui restait. Le père pauvre achetait des passifs en pensant que c'étaient des actifs, tandis que le père riche se concentrait obsessionnellement sur l'acquisition de vrais actifs qui généraient des revenus. Le père pauvre croyait que la maison personnelle était le meilleur investissement qu'une personne pouvait faire. Le père riche voyait la maison personnelle comme un passif qui retirait de l'argent de sa poche chaque mois. Le père pauvre encourageait à étudier dur pour trouver une bonne entreprise pour laquelle travailler. Le père riche encourageait à étudier dur pour trouver une bonne entreprise à acheter. Ces perspectives contrastées ont créé une tension fascinante dans l'esprit jeune de Robert. Il ne pouvait pas simplement rejeter les conseils de son père biologique, car il savait qu'il avait de bonnes intentions et que son éducation et son expérience professionnelle avaient de la valeur. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer les résultats financiers qu'il voyait dans la vie de son père riche, qui construisait un empire commercial alors que son père pauvre luttait financièrement malgré ses revenus élevés. Le père pauvre est mort en laissant des dettes que sa famille a dû payer. Le père riche est devenu l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et a laissé des millions de dollars à sa famille et à des œuvres de charité. Les deux hommes ont travaillé dur. Les deux étaient généreux. Les deux avaient un code éthique solide. La différence cruciale résidait dans la façon dont ils pensaient à l'argent et ce qu'ils avaient enseigné à leurs enfants sur la richesse. Cette expérience unique a appris à Robert que posséder de l'argent ne consiste pas à gagner beaucoup, mais à conserver beaucoup et à faire en sorte que cet argent travaille pour toi. Il a appris qu'il existe deux types de problèmes financiers, ne pas avoir assez d'argent et en avoir trop. Il a découvert que la plupart des gens ne rencontrent jamais le deuxième type de problème, car ils sont piégés à résoudre éternellement le premier. Le père riche lui a enseigné que l'argent est une forme de pouvoir, mais que ce qui est encore plus puissant, c'est l'éducation financière. L'argent vient et va, mais si tu as l'éducation sur le fonctionnement de l'argent, tu obtiens du pouvoir sur lui et tu peux commencer à construire la richesse. Une personne peut être très éduquée, professionnellement réussie, et pourtant être financièrement ignorante. Cette éducation précoce sur les différences fondamentales entre la façon dont pensent les riches et les pauvres est devenue la base de tout ce que Robert apprendrait par la suite. Elle lui a appris à remettre en question la sagesse conventionnelle, à penser de manière indépendante sur l'argent, et à chercher l'éducation financière que les écoles traditionnelles ne fournissent tout simplement pas. La leçon la plus profonde d'avoir deux pères a été de comprendre que nos pensées sur l'argent déterminent nos résultats financiers. Si tu penses comme une personne pauvre, tu obtiendras des résultats de personne pauvre. Si tu penses comme une personne riche, tu commenceras à obtenir des résultats de personnes riches. Cette compréhension est devenue le fondement des 6 leçons révolutionnaires qui transformeraient la vie de Robert et qui ont maintenant le pouvoir de transformer la nôtre. Chapitre 2. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. La première et la plus fondamentale leçon que Robert a apprise de son père riche défie complètement la mentalité avec laquelle la plupart d'entre nous avons été éduqués. Cette leçon a commencé quand Robert n'avait que 9 ans, à un moment qui changerait à jamais sa compréhension de l'argent et du travail. Tout a commencé quand Robert et son meilleur ami Mike se sont sentis exclus socialement parce qu'ils n'avaient pas été invités à la maison de plage de l'un de leurs camarades de classe les plus riches. Cette expérience les a motivés à trouver un moyen de gagner de l'argent, en suivant le conseil du père de Robert de faire quelque chose à ce sujet plutôt que de simplement se plaindre. Les enfants ont décidé de s'adresser au père de Mike, qui avait la réputation d'être un homme d'affaires avisé. Quand ils lui ont demandé de leur apprendre à gagner de l'argent, il a accepté, mais sous une condition qui semblait étrange. Il travaillerait pour lui, mais il ne leur enseignerait pas de la manière traditionnelle, comme à l'école. À la place, il leur enseignerait comme la vie enseigne, à travers des expériences directes. Leur premier travail a été de travailler dans l'un des magasins du père de Mike, en dépoussiérant des boîtes de nourriture en conserve pour 10 centimes de l'heure.
Pour 2 enfants de 9 ans, ce travail était ennuyeux et mal payé. Après 3 semaines, Robert était furieux. Il se sentait exploité et a décidé d'affronter le père de Mike pour exiger une augmentation ou démissionner. Quand Robert a exprimé sa frustration, il s'attendait à de la compréhension ou au moins à une explication. À la place, le père de Mike lui a donné l'une des leçons les plus profondes de sa vie. Il lui a expliqué que la plupart des gens font exactement ce que Robert venait de faire. Quand ils ne sont pas satisfaits de leur situation financière, ils blâment leur patron, exigent plus d'argent ou démissionnent pour chercher un autre travail avec un meilleur salaire. La vie te pousse, lui a dit le père de Mike. Certaines personnes abandonnent, d'autres se battent, mais certains apprennent la leçon et avancent. Ils accueillent le fait que la vie les pousse, car chaque poussée signifie qu'ils doivent apprendre quelque chose. Ils apprennent et avancent. Ce fut la première révélation cruciale. La plupart des gens réagissent émotionnellement aux problèmes financiers plutôt que d'utiliser ces problèmes comme des opportunités d'apprentissage. Quand ils se sentent sous pression financièrement, leur première réaction est de chercher plus d'argent à travers des augmentations, des emplois mieux payés ou plus d'heures de travail. Mais cela ne traite que le symptôme, pas la cause racine du problème. Le père de Mike a continué en expliquant quelque chose d'encore plus profond. La peur est ce qui contrôle vraiment la vie de la plupart des gens. La peur de ne pas avoir assez d'argent les pousse à travailler dur. Ensuite, une fois qu'ils reçoivent leur salaire, l'avarice et le désir les poussent à penser à toutes les choses merveilleuses que l'argent peut acheter. Cela établit un schéma qu'il a appelé la course des rats. Travailler par peur, dépenser par désir, travailler plus par peur, dépenser plus par désir. Cette révélation était révolutionnaire pour un enfant de 9 ans. Robert a commencé à comprendre que la plupart des employés du magasin étaient piégés dans ce cycle. Ils travaillaient parce qu'ils avaient besoin d'argent pour payer les factures, mais ils n'en avaient jamais assez. Même quand ils recevaient des augmentations, ils augmentaient simplement leurs dépenses et avaient besoin de plus d'argent, perpétuant ainsi le cycle à l'infini. Le père de Mike leur a enseigné qu'il y avait une différence fondamentale entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour soi. La plupart des gens passent toute leur vie dans la première catégorie. Ils se lèvent chaque matin, vont travailler pour gagner de l'argent, paient des impôts au gouvernement, paient les factures, et répètent le cycle jusqu'à leur mort. Ils ne sortent jamais de la course des rats parce qu'ils n'apprennent jamais la deuxième option, comment faire travailler l'argent pour eux. Pour démontrer cette leçon de manière pratique, le père de Mike a fait quelque chose de radical. Il a licencié les enfants de leur travail à 10 centimes de l'heure, mais leur a offert de continuer à travailler gratuitement. Robert était indigné. Travailler gratuitement ? Cela semblait encore pire que de travailler pour 10 centimes de l'heure. Mais le père de Mike avait une raison puissante pour cette proposition apparemment absurde. Si vous apprenez cette leçon, leur a-t-il dit, vous serez libre à vie. Si vous ne l'apprenez pas, vous finirez comme ces 2 employés qui sont là-bas, à travailler pour l'argent, en espérant ne pas être licencié, en espérant que votre patron vous donne une augmentation, ou vous finirez comme ton père, à gagner beaucoup d'argent pour être endetté jusqu'au cou. Travailler gratuitement les forcerait à utiliser leur imagination pour trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent. Ils ne pourraient pas dépendre d'un salaire. Ils devraient penser de manière créative, identifier des opportunités et créer de la valeur de façon qui ne dépendrait pas de l'échange de temps contre de l'argent. Après quelques semaines à travailler gratuitement et à observer le fonctionnement de l'entreprise, les enfants ont eu leur première grande révélation entrepreneuriale. Ils ont remarqué que Madame Martin, qui gérait le magasin, coupait les couvertures des magazines de bande dessinée et les jetait quand les nouvelles éditions arrivaient. Au lieu de les laisser se gaspiller, Robert et Mike lui ont demandé de leur donner ces couvertures coupées. Avec ces couvertures, ils ont créé une bibliothèque de prêt de bande dessinée. Ils ont embauché la petite sœur de Mike pour qu'elle gère la bibliothèque pendant 1 heure avant et après l'école.
Les enfants du quartier pouvaient venir lire toutes les bandes dessinées qu'ils voulaient pendant 2 heures pour 10 centimes. Pour les enfants, c'était une aubaine, car une nouvelle bande dessinée coûtait 10 centimes et ils ne pouvaient en lire qu'une, alors que pour le même prix, ils pouvaient en lire 5 ou 6 à la bibliothèque. Le business a été un succès immédiat. Bientôt, ils gagnaient 950 $ par semaine, ce qui, à l'époque, était une somme considérable pour 2 enfants de 9 ans. Plus important encore, ils avaient créé un système qui générait de l'argent sans qu'ils aient à être physiquement présents à travailler chaque heure. Ils avaient expérimenté pour la première fois ce que signifie faire travailler l'argent pour soi, plutôt que de travailler pour l'argent. Cette expérience leur a enseigné plusieurs leçons fondamentales. Premièrement, que les opportunités sont partout, mais que la plupart des gens ne les voient pas parce qu'ils sont trop occupés à travailler pour l'argent. Deuxièmement, que la vraie richesse vient de la création de systèmes qui génèrent des revenus sans que ta présence physique soit constamment requise. Troisièmement, que la créativité et la vision entrepreneuriale sont plus précieuses que de travailler dur pour un salaire. Mais peut-être que la leçon la plus importante a été de comprendre que les riches ne travaillent pas pour l'argent de la manière conventionnelle. Au lieu de travailler pour l'argent, ils travaillent pour acquérir des actifs qui génèrent de l'argent pour eux. Au lieu de travailler pour une entreprise, ils travaillent pour créer des entreprises. Au lieu d'être des employés, ils deviennent des employeurs. Au lieu d'acheter des produits, ils créent des produits que d'autres achètent. Le père de Mike leur a expliqué que cette différence fondamentale dans la mentalité est ce qui sépare les riches des pauvres et de la classe moyenne. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour les autres. Les riches font travailler les autres pour eux. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Les riches achètent des actifs qui génèrent des revenus. Cette première leçon a établi la base pour tout ce qui suivrait. Si tu veux vraiment être riche, tu dois changer ta relation fondamentale avec le travail et l'argent. Il ne s'agit pas de travailler plus dur ou de gagner plus d'argent de l'heure. Il s'agit de développer l'intelligence financière pour créer et acquérir des actifs qui travaillent pour toi, afin que finalement, tu puisses choisir de travailler parce que tu le veux, et non parce que tu en as besoin pour survivre. Chapitre 3. Pourquoi enseigner l'alphabétisation financière? La deuxième leçon que Robert a apprise de son père riche était peut-être la plus technique, mais aussi la plus pratique de toutes, l'importance de vraiment comprendre ce que sont les actifs et les passifs. Cette leçon est fondamentale, car la confusion sur ces concepts de base est la cause première de la plupart des problèmes financiers auxquels les gens sont confrontés. Robert a observé que, lorsqu'il donnait des conférences à différents groupes de personnes, il se retrouvait souvent face à des auditoires qui attendaient des réponses complexes et sophistiquées sur les investissements, les stratégies fiscales ou les techniques avancées de création de richesse. Cependant, il a découvert que la plupart des difficultés financières des gens pouvaient être retracées jusqu'à un manque de compréhension de 2 définitions simples. La définition que son père riche lui avait enseignée était élégamment simple. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, et un passif est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Cette simplicité est sa force, car elle élimine tout le jargon financier confus et va droit au cœur de ce qui compte vraiment, le flux de trésorerie. Mais voici le problème que Robert a identifié. La plupart des gens, y compris de nombreux professionnels de la finance, ont été formés pour penser que certains passifs sont des actifs. L'exemple le plus courant et dévastateur de cette confusion est la maison personnelle. La sagesse conventionnelle nous dit que notre maison est notre actif le plus important, mais selon la définition simple et pratique du père riche, la maison dans laquelle tu vis est en réalité un passif. Pourquoi? Parce qu'elle sort de l'argent de ta poche chaque mois. Tu dois payer l'hypothèque, les taxes foncières, les assurances, l'entretien, les services publics et d'autres dépenses connexes. La maison ne te paie rien chaque mois. C'est toi qui paies la maison.
Par conséquent, selon les règles du flux de trésorerie, c'est un passif et non un actif. Cette révélation est controversée, car elle remet en question l'une des croyances les plus profondément ancrées dans notre culture sur la construction de la richesse. Cependant, Robert a observé que cette confusion entre actif et passif est exactement ce qui maintient la classe moyenne dans des difficultés financières. Ils achètent des maisons plus grandes en pensant qu'ils investissent, alors qu'en réalité, ils augmentent leur passif et engagent une plus grande partie de leurs revenus futurs. Pour illustrer ce point, Robert a décrit les schémas financiers typiques de 3 classes économiques différentes. Les pauvres dépensent simplement tout ce qu'ils gagnent en dépenses de base. Ils n'ont pas de colonne d'actifs, car il ne leur reste pas d'argent à investir. Leur schéma est simple, revenu moins dépenses égale 0 ou des nombres négatifs. La classe moyenne a un schéma plus complexe, mais tout aussi problématique. Ils ont des revenus plus élevés que les pauvres, mais aussi des dépenses plus élevées. Ils achètent des maisons plus grandes, des voitures plus chères et d'autres biens qu'ils considèrent comme des investissements, mais qui sont en réalité des passifs. Leur schéma est revenus plus élevés, dépenses plus élevées, et des passifs qu'ils pensent être des actifs. Le résultat net est qu'ils travaillent plus dur, mais ne deviennent pas plus riches. Les riches ont un schéma complètement différent. Ils se concentrent sur la construction d'une colonne d'actifs qui génère des revenus. Ces revenus supplémentaires sont réinvestis pour acheter plus d'actifs, créant un cycle de croissance qui finit par faire en sorte que leurs actifs produisent plus de revenus que leurs dépenses. Une fois que tu atteins ce point, tu es financièrement libre, car tu ne dépends plus d'un salaire pour vivre. Robert a expliqué que la différence entre être riche et être pauvre ou de classe moyenne ne réside pas tant dans ce que tu gagnes, mais dans la façon dont tu structures tes finances. Une personne peut gagner un salaire élevé, mais être toujours dans la course des rats si tout son argent part en dépenses et en passifs. D'un autre côté, une personne avec des revenus modestes peut devenir riche si elle achète constamment des actifs qui génèrent des revenus supplémentaires. Le père riche a souligné que comprendre cette différence est la base de l'intelligence financière. Mais l'intelligence financière va au-delà de la simple compréhension des actifs et des passifs. Elle comprend 4 domaines principaux de connaissance. La comptabilité, la capacité de lire et de comprendre les états financiers. Les investissements, la science de faire de l'argent avec de l'argent. La compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Le droit, les avantages fiscaux et la protection juridique. La comptabilité est particulièrement importante, car c'est le langage des affaires. Si tu veux construire un empire commercial, tu dois être capable de lire et de comprendre les chiffres. Tu n'as pas besoin d'être comptable, mais tu dois comprendre les états financiers suffisamment bien pour identifier les forces et les faiblesses de toute opportunité d'investissement potentiel. Les investissements consistent à utiliser l'argent pour en faire plus. Cela nécessite de comprendre différents types de véhicules d'investissement, des biens immobiliers aux actions, aux obligations et aux entreprises. Mais plus important encore, cela nécessite de comprendre le risque et comment le gérer intelligemment. La compréhension des marchés implique de comprendre la psychologie de l'offre et de la demande. Les marchés sont émotionnels, et les grands investisseurs savent comment tirer parti des émotions des autres investisseurs pour créer des opportunités pour eux-mêmes. La connaissance juridique comprend la compréhension des avantages fiscaux qui sont disponibles pour les investisseurs et les propriétaires d'entreprises, ainsi que la protection des actifs. Les riches utilisent des structures juridiques comme les sociétés pour protéger et multiplier leurs richesses de manière qui ne sont pas disponibles pour les employés. Robert a souligné que le manque de cette éducation financière de base est ce qui maintient les gens à travailler pour les autres plutôt que pour eux-mêmes. Ils travaillent pour l'entreprise qui les emploie, ils travaillent pour le gouvernement par le biais des impôts, et ils travaillent pour la banque qui finance leur maison. À la fin de leur carrière, de nombreuses personnes réalisent qu'elles ont passé toute leur vie à construire la richesse des autres plutôt que la leur propre.
La solution, selon le père riche, est de se concentrer de manière obsessionnelle sur la construction de sa propre colonne d'actifs. Garde ton travail pendant que tu construis ta colonne d'actifs sur ton temps libre. Une fois que le revenu de tes actifs dépasse tes dépenses mensuelles, tu es financièrement libre. À ce moment-là, tu peux choisir de travailler ou de ne pas travailler. Le père riche a également enseigné que la vraie mesure de la richesse n'est pas ce que tu gagnes, mais combien de temps tu pourrais survivre sans travailler. Si tu perds ton emploi aujourd'hui, combien de temps pourrais-tu maintenir ton mode de vie actuel en utilisant uniquement le revenu de tes actifs? Pour la plupart des gens, la réponse est moins d'un mois. Pour les véritablement riches, la réponse est pour toujours. Cette leçon sur l'alphabétisation financière est fondamentale, car elle fournit les outils de base nécessaires pour évaluer chaque décision financière. Avant d'acheter quoi que ce soit, tu dois te demander, est-ce que cela mettra de l'argent dans ma poche ou en sortira-t-il? Si la réponse est que cela en sortira, alors c'est un passif, peu importe ce que les autres peuvent en dire. Si cela mettra de l'argent dans ta poche, alors c'est un actif et cela vaut la peine d'être considéré. Cette simple distinction, appliquée de manière cohérente au fil du temps, est ce qui sépare ceux qui construisent la richesse de ceux qui restent dans la course derrière toute leur vie. Chapitre 4. Occupe-toi de ton propre business. La troisième leçon que Robert a apprise de son père riche était profondément personnelle et pratique. L'importance de construire et de maintenir son propre business, même si tu as un emploi à temps plein. Cette leçon découle d'une observation simple mais puissante sur la façon dont la plupart des gens structurent leur vie financière. Robert a remarqué que la plupart des gens confondent leur profession avec leur business. Quand il demande aux gens quel est leur business, ils lui répondent qu'ils sont enseignants, avocats, médecins ou qu'ils travaillent dans les ventes. Mais ce sont leurs professions, pas leur business. Leur vrai business devrait tourner autour de leur colonne d'actifs et non de leur colonne de revenus. Cette distinction est cruciale, car travailler pour les autres, même dans des professions bien rémunérées, signifie que tu construis le business de quelqu'un d'autre et non le tien propre. Un médecin qui travaille pour un hôpital construit la richesse de l'hôpital. Un avocat qui travaille pour un cabinet construit la richesse des associés du cabinet. Un enseignant construit la richesse du système éducatif. À la fin de leur carrière, ces professionnels peuvent avoir des pensions modestes, mais ils ont rarement une vraie richesse. Le père riche a enseigné que la vraie sécurité financière vient de construire son propre business autour des actifs, et non de dépendre d'un employeur pour sa sécurité. Cela ne signifie pas que tu dois démissionner de ton emploi immédiatement. Au contraire, le conseil pratique est de garder ton emploi quotidien tout en construisant ta colonne d'actifs sur ton temps libre. Mais qu'est-ce qui constitue un vrai actif dans ton business personnel? Le père riche avait des définitions très spécifiques. Les vrais actifs incluent les entreprises qui ne nécessitent pas ta présence physique pour générer des revenus. Les actions qui versent des dividendes. Les obligations. Les fonds d'investissement. Les propriétés locatives qui génèrent des revenus. Les redevances de propriété intellectuelle, comme les brevets ou les droits d'auteur. Toute autre chose qui génère des revenus et prend de la valeur. Il est important de noter ce qui n'est pas inclus dans cette liste. Ta maison personnelle. Ta voiture. Les meubles. Les bijoux. Les vêtements. Toute autre possession personnelle qui ne génère pas de revenus. Ces choses peuvent avoir de la valeur, mais elles ne sont pas des actifs selon la définition du flux de trésorerie, car elles ne mettent pas d'argent dans ta poche chaque mois. Robert a partagé son propre expérience de construction d'actifs. Il a commencé par acheter de petites propriétés locatives alors qu'il travaillait pour Xerox. Sa stratégie était simple, utiliser le moins d'argent possible pour l'apport, s'assurer que le loyer couvrait toutes les dépenses, y compris l'hypothèque, et générer un petit flux de trésorerie positif chaque mois.
Au début, ses flux de trésorerie étaient petits, peut-être 50 ou 100 $ par mois et par propriété. Mais il y avait deux avantages importants. Premièrement, ce sont les locataires qui payaient l'hypothèque, ce qui signifiait que Robert construisait un patrimoine sans utiliser son propre argent. Deuxièmement, il acquérait une expérience pratique en investissement immobilier tout en maintenant un risque faible. Le père riche a souligné que la classe moyenne commet souvent l'erreur d'améliorer son mode de vie chaque fois qu'elle augmente ses revenus. Ils reçoivent une augmentation et achètent immédiatement une maison plus grande, une voiture plus chère ou partent en vacances plus luxueuses. Ce schéma les maintient dans la course des rats, car leurs dépenses augmentent toujours en proportion, ou plus, que leurs revenus. Les riches, en revanche, maintiennent leurs dépenses basses et utilisent tout revenu supplémentaire pour acheter plus d'actifs. Quand ces actifs génèrent suffisamment de revenus supplémentaires, alors ils peuvent se permettre des luxes, mais ils les paient avec le revenu de leurs actifs, et non avec le revenu de leur travail. Cette philosophie nécessite de la discipline et de la patience. Il est tentant d'utiliser l'argent supplémentaire pour des améliorations immédiates du mode de vie. Mais le père riche a enseigné que les vrais luxes se savourent mieux quand ils sont payés par les actifs, et non par la sueur. Quand tu achètes un luxe avec le revenu de tes actifs, tu obtiens non seulement le luxe, mais tu conserves aussi l'actif qu'il a payé. Robert a expliqué qu'occuper de son propre business signifie aussi être très sélectif sur la façon dont tu utilises ton temps et ton énergie en dehors du travail. Beaucoup de gens gaspillent leur temps libre dans des activités qui ne construisent pas la richesse. Regarder la télévision, jouer au golf tous les week-ends ou participer à des activités sociales qui n'ajoutent pas de valeur à leur éducation financière ou à leur réseau de contacts. À la place, le temps libre devrait être utilisé pour des activités qui construisent ton business. T'éduquer sur les investissements. Chercher des opportunités d'investissement. Construire un réseau avec d'autres investisseurs. Développer des compétences qui améliorent ta capacité à générer des revenus supplémentaires. Le père riche a aussi enseigné l'importance de commencer tôt, même avec de petites sommes. Le pouvoir des intérêts composés signifie qu'un petit investissement fait à 20 ans peut valoir plus qu'un investissement beaucoup plus important fait à 40 ans. Mais plus important que les intérêts composés est l'expérience composée. Plus tu commences tôt à investir, plus tu commences tôt à développer l'intelligence financière dont tu as besoin pour faire des investissements plus grands et meilleurs. Il y avait aussi un avertissement important dans cette leçon. En construisant ta colonne d'actifs, tu dois résister à la tentation de vendre des actifs pour payer des dépenses ou acheter des luxes. Une fois que tu vends un actif, tu perds non seulement la valeur actuelle de l'actif, mais aussi tout le revenu futur qu'il aurait généré. Les riches vendent rarement des actifs. À la place, ils utilisent le revenu des actifs pour acheter des luxes ou plus d'actifs. Le père riche avait une règle simple. Une fois qu'un dollar entre dans ta colonne d'actifs, il ne doit jamais en sortir. Il doit rester là à travailler pour toi pour toujours. Il peut être réinvesti dans des actifs plus grands ou meilleurs, mais il ne doit jamais devenir une dépense. Cette leçon sur le fait de s'occuper de son propre business est pratique et applicable, quelle que soit ta situation actuelle. Si tu es jeune, tu peux commencer avec de petits investissements tout en développant ta carrière. Si tu es d'âge moyen, tu peux accélérer ta construction d'actifs en utilisant le revenu de ta carrière établie. Si tu es proche de la retraite, tu peux encore bénéficier en te concentrant sur des actifs qui génèrent des revenus immédiats. La clé est de commencer maintenant, quel que soit ton âge ou ta situation. Chaque mois que tu passes sans construire d'actifs est un mois perdu sur ton chemin vers l'indépendance financière. Mais chaque petit pas que tu fais pour construire ton business personnel te rapproche un peu plus de la vraie liberté financière. Chapitre 5, l'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. La quatrième leçon que Robert a apprise de son père riche a révélé l'une des différences les plus significatives entre la façon dont les riches et la classe moyenne gèrent leur argent,
le pouvoir des sociétés et la compréhension stratégique des impôts. Cette leçon a commencé par une histoire qui a complètement changé la perspective de Robert sur le récit traditionnel de Robin des Bois. À l'école, Robert avait appris à admirer l'histoire de Robin des Bois, le héros qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Cette histoire résonnait avec la plupart des gens, car elle faisait appel au sens de la justice sociale. Cependant, le père riche lui a montré que cette mentalité, lorsqu'elle est appliquée aux impôts modernes, nuisait en réalité davantage à la classe moyenne qu'aux riches. La réalité, a expliqué le père riche, est que les impôts ont initialement été créés pour taxer les riches. Aux États-Unis, les impôts sur le revenu ont été introduits au départ uniquement pour les plus riches de la société. L'idée était que le gouvernement pourrait financer ces opérations en prenant l'argent de ceux qui en avaient le plus. C'était la mentalité de Robin des Bois appliquée à la politique fiscale. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit avec le temps. Une fois que le gouvernement a développé l'appétit pour l'argent des impôts, cet appétit a augmenté de manière exponentielle. Les dépenses gouvernementales se sont étendues, et bientôt, l'argent des riches ne suffisait plus pour financer toutes les opérations du gouvernement. La base fiscale a dû s'élargir pour inclure la classe moyenne, et finalement presque tous les travailleurs. Pendant ce temps, les riches ne sont pas restés passifs. Ils ont compris que le savoir, c'est le pouvoir, surtout le savoir sur le fonctionnement réel de l'argent et des lois. Ils ont créé des sociétés et utilisé des structures juridiques sophistiquées pour protéger leurs richesses. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'une société n'est pas vraiment un bâtiment ou une entité physique. C'est simplement un dossier juridique contenant des documents enregistrés dans un bureau gouvernemental. Cette structure juridique fournit deux avantages principaux. La protection de la responsabilité. Les riches peuvent mener leurs affaires par le biais de sociétés, ce qui signifie que leurs actifs personnels sont protégés si l'entreprise rencontre des problèmes juridiques. Les incitations fiscales. De nombreuses dépenses qui seraient personnelles pour un employé peuvent être des dépenses commerciales légitimes pour une société. Le père riche a expliqué que les employés souffrent fiscalement, car ils ont très peu d'options pour réduire leurs charges fiscales. Leur schéma fiscal est simple et brutal. Ils gagnent de l'argent. Ils paient des impôts sur ces revenus. Ils vivent avec ce qui reste. Les riches opérant par le biais de sociétés ont un schéma différent. Ils gagnent de l'argent. Ils dépensent ce dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs entreprises. Ils ne paient des impôts que sur ce qui reste. Cette différence peut être dramatique. Un employé qui gagne 100 000 $ pourrait payer 30 000 $ en impôts et vivre avec 70 000 $. Un entrepreneur qui gagne 100 000 $ par le biais de sa société pourrait avoir des dépenses commerciales légitimes de 40 000 $ et ne payer des impôts que sur 60 000 $, ce qui entraîne une charge fiscale bien moindre. Mais le père riche a souligné que l'utilisation de structures sociétaires nécessite une éducation financière solide. Il ne s'agit pas d'évasion fiscale illégale, mais de comprendre et d'utiliser les lois fiscales telles qu'elles ont été conçues. Le code des impôts est rempli d'incitations pour les entrepreneurs et les investisseurs, car le gouvernement veut encourager certaines activités économiques, comme la création d'emplois et le développement de logements. Robert a appris que l'intelligence financière a 4 composantes principales qui fonctionnent ensemble. La comptabilité, qu'il appelait l'alphabétisation financière, la capacité de lire et de comprendre les états financiers, qui est le langage de base des affaires. Les investissements, la science de faire de l'argent avec de l'argent. Comprendre différents types d'investissements, des biens immobiliers aux actions et obligations, et surtout, comment évaluer et gérer le risque associé à chaque type d'investissement. La compréhension des marchés, la science de l'offre et de la demande. Les marchés sont motivés par des facteurs économiques et émotionnels. Les investisseurs réussis comprennent la psychologie du marché. Le droit, particulièrement les lois liées aux impôts et à la protection des actifs,
Ce savoir permet aux investisseurs de structurer leurs affaires de manière à minimiser légalement leurs charges fiscales tout en protégeant leur richesse contre les poursuites et autres risques juridiques. Le père riche a enseigné que ces 4 composantes, travaillant ensemble, créent une synergie puissante. Une personne peut être forte en investissement, mais faible en protection juridique et finir par tout perdre dans un procès. Une autre personne peut être excellente en comptabilité, mais faible en compréhension des marchés et rater des opportunités d'investissement lucratives. Ce qui rend cette leçon particulièrement puissante, c'est la compréhension que les employés sont systématiquement désavantagés dans chacun de ces 4 domaines. En tant qu'employés, ils ont des opportunités limitées de développer des connaissances comptables pratiques, car ils ne gèrent pas d'état financier complexe. Ils ont des options d'investissement limitées, car ils dépendent principalement des régimes de retraite fournis par l'employeur. Ils ont peu de contrôle sur les facteurs de marché, car leurs revenus sont fixes par contrat de travail. Ils ont les moindres avantages juridiques, car le Code des impôts favorise les entrepreneurs et les investisseurs par rapport aux employés. Cette compréhension a conduit Robert à une révélation importante. Travailler pour les autres signifie que tu travailles à rendre les autres riches. En tant qu'employé, tu travailles pour enrichir ton employeur, le gouvernement par le biais des impôts, et la banque qui finance ta maison et d'autres prêts. À la fin d'une carrière de 40 ans, de nombreux employés réalisent qu'ils ont passé la majeure partie de leur vie à construire la richesse des autres. L'alternative, selon le père riche, est de développer ta propre intelligence financière et d'utiliser cette intelligence pour créer des structures qui travaillent pour toi, plutôt que contre toi. Cela ne signifie pas que tu dois démissionner de ton emploi immédiatement, mais cela signifie que tu dois commencer à t'éduquer sur ces 4 composantes de l'intelligence financière. Le père riche a aussi enseigné que le vrai pouvoir, c'est le savoir appliquer. Il ne suffit pas de lire sur les investissements ou les impôts. Tu dois appliquer activement ce que tu apprends. Commence par de petits investissements pour développer ton expérience. Consulte des comptables et des avocats qui comprennent les besoins des investisseurs, et pas seulement ceux des employés. Progressivement, construis tes connaissances et ton expérience jusqu'à ce que tu aies la confiance et la compétence pour faire des mouvements financiers plus importants. L'une des leçons les plus importantes de ce chapitre est que l'éducation financière est un processus qui dure toute la vie. Les lois changent, les marchés évoluent, et de nouvelles opportunités apparaissent constamment. Les riches maintiennent leur avantage en restant constamment éduqués et en s'adaptant aux conditions changeantes. Le père riche a terminé cette leçon par un avertissement important. Le savoir sans action est inutile. Beaucoup de gens lisent des livres sur les investissements ou assistent à des séminaires, mais ne passent jamais à l'action. Ils restent des employés, rêvant d'indépendance financière, mais sans jamais faire les pas nécessaires pour l'atteindre. La vraie richesse, a-t-il expliqué, vient de l'application cohérente des connaissances financières au fil du temps. Il ne s'agit pas de s'enrichir rapidement, mais de s'enrichir de manière sûre, en comprenant et en utilisant intelligemment les outils que les riches utilisent depuis des générations. Chapitre 6 : Les riches inventent l'argent. La 5e leçon du père riche était peut-être la plus conceptuelle, mais aussi la plus libératrice. L'argent est en réalité une invention, une idée, et les opportunités financières sont limitées principalement par notre propre imagination et notre courage, et non par le manque d'argent en soi. Robert a commencé cette leçon en observant quelque chose de fascinant sur la nature humaine. Nous avons un potentiel énorme et nous avons été bénis avec des dons extraordinaires, mais c'est souvent notre propre peur et notre doute qui nous empêchent d'utiliser ces dons pleinement. Au fil des années où il a enseigné, Robert a observé que ce n'était rarement le manque d'informations techniques qui empêchait les gens de réussir financièrement. C'était plus souvent la peur excessive et le doute personnel qui paralysaient leur génie naturel. Cette observation l'a conduit à une compréhension profonde. Dans le monde réel, ce n'est pas toujours la personne la plus intelligente qui réussit, mais la plus audacieuse.
L'intelligence est importante, mais le courage d'agir sur ce que tu sais est encore plus important. Beaucoup de gens savent exactement ce qu'ils devraient faire pour améliorer leur situation financière. Mais la peur les maintient immobiles. Le père riche a enseigné que le génie financier de chaque personne nécessite à la fois des connaissances techniques et du courage émotionnel. Si la peur est trop forte, le génie est supprimé. Pour cette raison, il encourageait fortement ses étudiants à apprendre à prendre des risques calculés, à être audacieux, et à transformer la peur en force et en brillance. Pour illustrer ce concept, Robert a partagé des observations de ses cours d'investissement. Il avait remarqué que certaines personnes qui avaient beaucoup d'argent disponible ne voyaient jamais d'opportunité d'investissement. Elles s'asseyaient dans les cours en attendant que l'opportunité parfaite se présente, mais quand des opportunités réelles apparaissaient, elles trouvaient toujours des raisons de ne pas agir. Elles avaient l'argent, mais il leur manquait la vision ou le courage pour l'utiliser. D'un autre côté, il avait vu des personnes avec très peu d'argent qui identifiaient constamment des opportunités d'investissement, mais qui n'avaient pas les ressources financières pour en profiter. Elles voyaient les opportunités clairement, mais étaient limitées par leur manque de capital. La plupart des gens, a-t-il observé, tombaient dans une troisième catégorie. Ils n'avaient pas d'argent et ne voyaient pas d'opportunités. Ils travaillaient dur, économisaient de l'argent, et espéraient qu'un jour, ils en auraient assez pour faire un grand investissement. Mais parce qu'ils n'avaient jamais développé leur intelligence financière, quand ils avaient enfin de l'argent, ils ne savaient pas comment l'utiliser sagement. Cela a conduit Robert à la question centrale de cette leçon. Si une opportunité se présente et que tu n'as pas d'argent, comment peux-tu en profiter ? La réponse traditionnelle serait d'obtenir un prêt de la banque ou de chercher des partenaires avec de l'argent. Mais le père riche a enseigné que la vraie réponse est de développer ton intelligence financière jusqu'au point où tu peux créer des solutions financières que les autres ne peuvent pas voir. Le père riche a expliqué que l'argent est en réalité juste une idée. Ceux qui comprennent cette vérité profonde peuvent créer de l'argent, tandis que ceux qui croient que l'argent est rare et réel restent limités par cette croyance. L'argent existe parce que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il existe. C'est une convention sociale, pas une réalité physique. Cette compréhension ouvre des possibilités immenses. Si l'argent est une idée, alors les opportunités de créer de l'argent sont limitées principalement par notre créativité et notre intelligence, et non par des ressources physiques rares. Un esprit entraîné peut créer une richesse extrême apparemment à partir de rien, tandis qu'un esprit non entraîné peut créer une pauvreté extrême, même s'il commence avec des avantages. Robert a partagé des exemples de cette dynamique dans les marchés financiers. Il avait observé des traders qui pouvaient créer des millions de dollars de valeur simplement avec des appels téléphoniques et des mouvements d'ordinateur. Aucun argent physique ne changeait de main, ce n'étaient que des accords et des idées qui créaient de la valeur. Cette compréhension a conduit à deux voies différentes pour la richesse. La première voie, travailler dur, payer des impôts élevés, économiser de l'argent, et espérer que cet argent croisse lentement grâce aux intérêts composés. C'est la voie que la plupart des gens suivent, et elle peut fonctionner, mais elle est lente et nécessite des décennies. La deuxième voie, développer ton intelligence financière et utiliser cette intelligence pour profiter d'opportunités que les autres ne voient pas. Cette voie peut être beaucoup plus rapide, mais elle nécessite une éducation continue et la volonté de prendre des risques calculés. Le père riche a souligné que l'intelligence financière se compose des 4 éléments déjà discutés: comptabilité, investissement, compréhension des marchés et droit. Mais quand ces éléments travaillent ensemble de manière synergique, ils créent la capacité d'inventer de l'argent en trouvant des opportunités que les autres ignorent. Pour illustrer ce concept, Robert a partagé une histoire personnelle de ses propres investissements immobiliers. Il avait trouvé une maison qui était vendue bien en dessous de sa valeur marchande en raison de circonstances spéciales du vendeur. Il n'avait pas assez d'argent pour l'apport, mais il a reconnu que c'était une opportunité exceptionnelle.
Au lieu de se lamenter de ne pas avoir d'argent, il a utilisé son intelligence financière pour créer une solution. Il a trouvé un investisseur qui avait de l'argent, mais pas le temps de chercher des opportunités. Robert ferait tout le travail de recherche, d'évaluation et de gestion de la propriété, tandis que l'investisseur fournirait l'argent. Ils ont structuré un accord où les deux bénéficiaient de manière significative. Ce type de pensée créative est ce que le père riche voulait dire par inventer de l'argent. Il ne s'agissait pas de créer de la fausse monnaie ou de faire quelque chose d'illégal. Il s'agissait d'utiliser l'intelligence et la créativité pour créer de la valeur et des opportunités là où les autres n'en voyaient pas. Robert a observé que ce type d'opportunité est constamment disponible pour ceux qui ont développé l'intelligence financière pour les reconnaître. Les marchés créent constamment des inefficacités et des déséquilibres qui peuvent se transformer en opportunités lucratives pour les investisseurs éduqués. Mais pour profiter de ces opportunités, il faut plus que des connaissances techniques. Il faut la confiance émotionnelle pour agir quand les autres sont paralysés par la peur. Il faut la créativité pour voir des solutions là où les autres voient des problèmes. Il faut la persévérance pour continuer à chercher des opportunités, même quand les premières ne sont pas parfaites. Le père riche a enseigné que la clé pour développer cette capacité est de commencer petit et de construire son expérience progressivement. Tu n'as pas besoin de commencer par des investissements de millions de dollars. Tu peux commencer par des investissements de milliers, voire de centaines de dollars, à condition d'utiliser chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Il a aussi souligné l'importance de maintenir une mentalité d'abondance plutôt que de rareté. Ceux qui croient que les opportunités sont rares ont tendance à agir par peur et à rater les vraies opportunités quand elles se présentent. Ceux qui croient que les opportunités sont abondantes ont tendance à être plus détendus et ouverts, ce qui, paradoxalement, les rend plus capables de reconnaître et de saisir de bonnes opportunités. L'une des leçons les plus importantes de ce chapitre est que le manque d'argent ne devrait jamais être une excuse pour ne pas commencer à développer ton intelligence financière. Tu peux commencer à apprendre sur la comptabilité, les investissements, les marchés et le droit sans argent. Tu peux commencer à observer les opportunités dans ta région. Tu peux commencer à construire des relations avec d'autres investisseurs. Quand tu auras enfin accès à de l'argent, tu auras déjà l'éducation et les relations nécessaires pour l'utiliser sagement. C'est bien plus efficace que d'attendre d'avoir de l'argent pour commencer à apprendre, car d'ici là, tu auras perdu des années d'éducation précieuse et de nombreuses opportunités. Le père riche a terminé cette leçon par un rappel important. Le plus grand actif que tu possèdes, c'est ton esprit. Si tu l'entraînes bien, il peut créer une richesse immense. Si tu ne l'entraînes pas, ou si tu le remplis de pensées de rareté et de peur, il peut créer de la pauvreté, même au milieu de l'abondance. Le choix de la façon dont tu développes ton esprit t'appartient. Tu peux choisir de le remplir de connaissances qui te rendront plus capable de créer de la richesse. Ou tu peux le remplir de divertissements et de distractions qui n'ajoutent pas de valeur à ton avenir financier. Ce choix, répété jour après jour pendant des années, détermine si tu développeras la capacité d'inventer de l'argent ou si tu resteras dépendant des autres pour ta sécurité financière. Chapitre 7. Travaille pour apprendre, pas pour l'argent. La 6e et dernière leçon formelle que Robert a apprise de son père riche remet en question l'une des hypothèses les plus basiques sur la façon dont une carrière professionnelle devrait être structurée. Au lieu de travailler pour le salaire le plus élevé possible, le père riche a enseigné que, surtout les jeunes, devraient choisir des emplois en fonction de ce qu'ils peuvent apprendre, et non de ce qu'ils peuvent gagner. Cette leçon a commencé par une observation douloureuse que Robert avait faite au fil des ans. Il avait connu de nombreuses personnes brillantes, talentueuses, éduquées et douées qui luttaient financièrement. Ce n'étaient pas des personnes paresseuses ou incompétentes, mais des professionnels dévoués qui avaient suivi le conseil conventionnel de se spécialiser profondément dans un domaine, de travailler dur, et d'espérer que la spécialisation mènerait à la sécurité financière.
Le problème, a observé Robert, est que le talent seul est rarement suffisant pour le succès financier. La triste réalité est que le monde est rempli de personnes pauvres mais talentueuses. Ce qui distingue ceux qui réussissent financièrement, ce n'est pas nécessairement leur talent dans leur domaine de spécialisation, mais leur compréhension de systèmes commerciaux plus larges. Robert se souvenait des conseils contrastés de ses deux pères sur les carrières. Son père éduqué l'encourageait à se spécialiser, à devenir expert dans un domaine, puis à chercher un emploi dans une grande entreprise qui valoriserait cette spécialisation. Son père riche l'encourageait à apprendre un peu sur de nombreux aspects différents des affaires, surtout celles qui lui permettraient éventuellement de créer ses propres entreprises. Quand Robert a rejoint le corps des marines, son père éduqué était déçu, car ce n'était pas une carrière professionnelle traditionnelle. Son père riche était ravi, car Robert apprendrait le leadership et des compétences de gestion qui seraient précieuses dans toute entreprise future. Après le service militaire, Robert a pris un emploi chez Xerox, non parce que c'était l'emploi le mieux payé disponible, mais parce que Xerox avait l'un des meilleurs programmes de formation en vente du pays. Son père riche avait identifié que Robert avait peur du rejet et était timide, des caractéristiques qui limiteraient son potentiel entrepreneurial. Le programme de vente de Xerox le forcerait à surmonter ses peurs. Au début, Robert a lutté dans les ventes. C'était terrifiant d'être rejeté encore et encore, mais progressivement, il a développé les compétences et la confiance nécessaires. Une fois qu'il a pu se classer constamment parmi les 5 meilleurs vendeurs, il a démissionné, à la surprise de tous chez Xerox. Il avait accompli ce pourquoi il était venu, surmonter sa peur du rejet et développer des compétences en vente. Cette expérience a illustré un principe important. Différents emplois enseignent différentes compétences, et les compétences que tu apprends sont souvent plus précieuses que l'argent que tu gagnes. Robert avait choisi des emplois de manière stratégique pour développer des compétences spécifiques qu'il savait nécessaires en tant qu'entrepreneur, même si cela signifiait gagner moins d'argent à court terme. Le père riche a enseigné que la vie ressemble beaucoup à aller à la salle de sport. Les parties les plus difficiles sont de s'habiller pour y aller et de vraiment commencer l'exercice. Une fois que tu es en mouvement, cela devient agréable, et quand tu as terminé, tu es toujours content d'avoir fait l'effort. Il en va de même pour le développement de nouvelles compétences professionnelles. Cette philosophie contrastait fortement avec les conseils que la plupart des gens reçoivent sur les carrières. Les conseillers professionnels traditionnels conseillent généralement de se spécialiser profondément, de trouver une niche et de devenir le meilleur dans cette niche. Mais le père riche avait observé que cette stratégie, bien qu'elle puisse mener à des salaires élevés, mène souvent à une vulnérabilité financière. Le problème avec la spécialisation extrême est qu'elle rend les gens dépendants d'industries spécifiques. Un pilote hautement spécialisé est complètement à la merci de l'industrie aérienne. Si cette industrie traverse des difficultés, le pilote a peu d'options, car ses compétences ne se transfèrent pas facilement à d'autres industries. Le père riche favorisait ce qu'il appelait la spécialisation synergique, développer une compétence dans plusieurs domaines qui se soutiennent mutuellement. Par exemple, développer des compétences en vente, en marketing, en comptabilité et en gestion crée une synergie, car ces compétences fonctionnent ensemble dans n'importe quelle entreprise. Cela ne signifie pas être médiocre dans de nombreux domaines, mais être très bon dans plusieurs domaines qui se complètent. Quelqu'un qui est excellent à la fois en compétences techniques et en vente est beaucoup plus précieux que quelqu'un qui est excellent seulement en compétences techniques, car il peut communiquer la valeur de son travail technique aux autres. Robert a observé que de nombreuses personnes hautement spécialisées luttent financièrement, non pas parce qu'elles ne sont pas bonnes dans ce qu'elles font, mais parce qu'elles manquent d'autres compétences essentielles pour réussir. Un ingénieur brillant qui ne peut pas vendre ses idées ou gérer l'argent sera désavantagé par rapport à un ingénieur compétent qui a aussi des compétences en affaires. Cette leçon était particulièrement pertinente compte tenu du rythme accéléré du changement technologique. Dans le monde actuel, les compétences techniques spécifiques peuvent devenir obsolètes rapidement,
Mais les compétences commerciales fondamentales comme les ventes, le marketing, la gestion et la compréhension financière restent précieuses, quelle que soit l'évolution de la technologie. Le père riche a identifié plusieurs compétences particulièrement importantes pour le succès à long terme. Les ventes sont fondamentales, car tout dans la vie implique de vendre. Vendre des idées, vendre des produits, vendre des services ou se vendre soi-même. La capacité de communiquer efficacement et de persuader les autres est précieuse dans n'importe quel contexte. La gestion est tout aussi importante, car elle inclut la gestion des systèmes, la gestion des personnes et la gestion personnelle. Même si tu ne prévois jamais de diriger une grande entreprise, tu dois être capable de gérer ta propre vie et tes ressources efficacement. La compréhension financière est cruciale, car toute entreprise réussie doit être financièrement viable. Peu importe à quel point ton produit ou service est innovant ou socialement bénéfique, s'il n'est pas géré financièrement, il échouera. Le marketing est important, car il implique de comprendre ce que les gens veulent et comment communiquer comment ton produit ou service satisfait ses besoins. Cette compréhension est précieuse même en dehors des contextes commerciaux traditionnels. Robert a aussi souligné l'importance de développer ce qu'il appelait l'intelligence émotionnelle dans les contextes professionnels. Cela inclut la capacité de travailler avec des personnes différentes, de gérer les conflits de manière constructive, de motiver les autres et de maintenir des relations professionnelles à long terme. Toutes ces compétences se développent mieux par l'expérience pratique dans différents types de travaux et de situations. C'est pour cette raison que le père riche encourageait à prendre des emplois variés qui offrent de larges expériences d'apprentissage, même si cela signifiait gagner moins d'argent au début. Il y avait aussi un élément temporel important dans cette stratégie. Les compétences larges sont plus précieuses quand tu es jeune, car tu as plus de temps pour les développer et les appliquer. Si tu attends d'avoir 40 ou 50 ans pour commencer à développer des compétences entrepreneuriales, tu as perdu des décennies d'apprentissage potentiel. Le père riche a aussi enseigné l'importance d'apprendre continuellement tout au long de sa carrière. Dans le monde actuel, ce que tu sais devient obsolète rapidement. Ce qui compte le plus, c'est à quelle vitesse tu peux apprendre de nouvelles choses. Cette capacité d'apprendre rapidement est plus précieuse que n'importe quel ensemble spécifique de connaissances. L'une des applications les plus pratiques de cette leçon est la façon d'évaluer les opportunités d'emploi. Au lieu de simplement comparer les salaires, tu devrais te demander: qu'est-ce que j'apprendrai dans cet emploi qui me rendra plus précieux à l'avenir? Quelles compétences vais-je développer? Quel type de personnes vais-je rencontrer? Comment cet emploi me positionnera-t-il pour de futures opportunités? Ces questions sont particulièrement importantes pour les jeunes qui commencent leur carrière. Les emplois que tu choisis dans tes 20 et 30 ans déterminent les compétences que tu auras dans tes 40 et 50 ans. Si tu choisis en fonction du salaire immédiat, tu pourrais te retrouver avec des revenus élevés, mais peu d'options si ton industrie change. Le père riche a terminé cette leçon en rappelant que la vraie sécurité ne vient pas d'avoir un emploi, mais d'avoir des compétences qui sont précieuses dans de multiples contextes. Dans un monde qui change rapidement, la seule vraie sécurité est ta capacité à apprendre, à t'adapter et à créer de la valeur pour les autres. Cette perspective nécessite une mentalité à long terme et la volonté de parfois sacrifier des gains immédiats pour un apprentissage qui sera précieux pendant des décennies. C'est un investissement en toi-même qui, comme tous les bons investissements, rapporte des dividendes croissants au fil du temps. Chapitre 8. Surmonter les obstacles. Une fois que Robert avait appris les 6 leçons fondamentales de son père riche, il s'est retrouvé avec une question pratique importante. Si ces leçons étaient si puissantes, pourquoi tout le monde ne les appliquait-il pas pour devenir financièrement libre? À travers des années d'enseignement et d'observation, il a identifié 5 obstacles principaux qui empêchent les gens de développer des colonnes d'actifs abondantes. Ces obstacles ne sont pas techniques ou liés au manque d'opportunités. Les opportunités d'investissement existent constamment pour ceux qui savent comment les reconnaître.
Les obstacles sont émotionnels et psychologiques, enracinés dans des attitudes et des croyances que la plupart des gens développent dès leur plus jeune âge sur l'argent, le risque et le succès. Premier obstacle, la peur. Le premier et le plus significatif obstacle est la peur, spécifiquement la peur de perdre de l'argent. Robert a observé qu'il n'avait jamais connu personne qui apprécie vraiment perdre de l'argent, y compris les personnes les plus riches qu'il connaissait. La peur des pertes financières est universelle et naturelle. Mais la différence cruciale entre les personnes riches et les personnes pauvres n'est pas l'absence de peur, mais la façon dont elles gèrent cette peur. Les personnes pauvres permettent à la peur de les paralyser ou de les pousser vers des options sur qui, en réalité, limitent leur potentiel de construction de richesse. Les personnes riches ressentent la même peur, mais l'utilisent comme une motivation pour mieux s'éduquer et prendre des risques plus intelligents. Le père riche a enseigné que l'échec fait partie du processus de succès. Il citait Frank Tarkenton, le célèbre quart arrière. Gagner, cela signifie ne pas avoir peur de perdre. Dans l'expérience personnelle de Robert, il avait remarqué que gagner et perdre étaient intimement liés. Avant d'apprendre à faire du vélo, il était tombé de nombreuses fois. Avant d'apprendre à investir avec succès, il avait perdu de l'argent dans plusieurs investissements. La clé était de transformer l'échec en succès. Comme le disait John D. Rockefeller. L'échec inspire les gagnants et défait les perdants. Les gagnants utilisent les pertes comme des opportunités d'apprentissage qui les rendent meilleurs investisseurs. Les perdants utilisent les pertes comme des excuses pour éviter les risques futurs. Robert a observé que beaucoup de gens qui luttent financièrement ont en réalité peur de gagner autant que de perdre. Ils achètent de grandes maisons et des voitures de luxe, mais évitent de faire de vrais investissements, car ils craignent subconsciemment le succès autant que l'échec. Ils préfèrent la sécurité familière de la lutte financière à l'incertitude d'essayer de construire une vraie richesse. Pour surmonter cet obstacle, le père riche recommandait de commencer tôt avec de petits investissements. Si tu commences à investir dans tes 20 ans avec de petites sommes, les pertes inévitables ne seront pas dévastatrices, mais les leçons seront inestimables. Si tu attends d'avoir 40 ou 50 ans pour commencer à investir, les pertes peuvent être beaucoup plus coûteuses. Deuxième obstacle, le pessimisme. Le deuxième obstacle est le pessimisme, que Robert a caractérisé comme le syndrome de la petite poule. Dans la fable, la petite poule court dans la basse-cour en annonçant que le ciel tombe, créant une panique inutile. Dans le monde financier, il y a toujours des pessimistes prédisant un désastre économique imminent. Bien qu'ils aient parfois raison sur des corrections spécifiques du marché, ceux qui écoutent trop ces prédictions perdent souvent des décennies d'opportunités de croissance en attendant l'effondrement qui peut ou non venir. Robert citait Peter Lynch, le célèbre gestionnaire de fonds, qui attribuait une grande partie de son succès à ignorer les prédictions pessimistes et à se concentrer sur les opportunités réelles. Lynch avait observé qu'il y avait plus d'argent perdu par les investisseurs qui évitaient le marché par peur que par ceux qui restaient dans le marché pendant les corrections. Le pessimisme provient souvent du doute personnel plutôt que de l'analyse objective. Quand les gens doutent de leur propre capacité à gérer des investissements ou des affaires, ils projettent ce doute sur les opportunités externes. Au lieu de reconnaître qu'ils ont besoin de plus d'éducation, ils blâment le marché, l'économie ou des facteurs externes pour leur manque de progrès. Pour surmonter le pessimisme, le père riche recommandait de développer une mentalité analytique plutôt qu'émotionnelle. Au lieu de demander « et si cela ne fonctionne pas ?», apprends à demander « comment puis-je faire en sorte que cela fonctionne ?» Au lieu de te concentrer sur les risques, concentre-toi sur la façon dont tu peux minimiser et gérer ces risques grâce à l'éducation et à la préparation. Troisième obstacle, le conformisme. Le troisième obstacle est le conformisme, que Robert a défini comme la tendance à rester occupé comme une façon d'éviter d'affronter les problèmes financiers. Beaucoup de gens savent intuitivement qu'ils ont des problèmes financiers,
mais au lieu de les affronter directement, ils restent occupés par des activités qui n'améliorent pas leur situation. Cette occupation peut prendre de nombreuses formes. Travailler des heures supplémentaires dans un emploi qu'ils n'aiment pas. Passer des heures à regarder la télévision. Socialiser constamment. Ou même s'occuper d'activités qui semblent productives mais qui ne construisent pas de richesse. Le résultat est le même, ils évitent le temps et l'énergie mentale nécessaires pour résoudre leurs vrais problèmes financiers. Le conformisme est souvent enraciné dans des messages d'enfance sur l'argent et l'ambition. Beaucoup de gens ont grandi en entendant des phrases comme « L'argent ne pousse pas dans les arbres ». Les riches sont cupides. Ces messages créent une culpabilité subconsciente à propos du désir de s'améliorer financièrement. Robert a observé que quand les gens expriment des ambitions financières, leur esprit conformiste produit immédiatement des excuses. Je n'ai pas le temps. C'est trop risqué. J'ai déjà trop de travail. Ma famille a besoin de moi. Bien que ces excuses puissent contenir des éléments de vérité, elles sont souvent des rationalisations pour éviter le travail mental difficile de résoudre les problèmes financiers. Pour surmonter le conformisme, le père riche recommandait de développer une ambition saine et reconnaître que vouloir une vie meilleure est naturelle et appropriée. Programmer un temps spécifique chaque semaine pour travailler sur l'éducation financière et l'identification d'opportunités, en le traitant comme un rendez-vous important qui ne peut pas être annulé. Quatrième obstacle, les mauvaises habitudes. Le quatrième obstacle implique des habitudes financières destructrices, en particulier l'habitude de payer les autres en premier plutôt que de se payer soi-même en premier. La plupart des gens paient toutes leurs factures en premier, puis épargnent ou investissent ce qu'il reste, s'il reste quelque chose. Le père riche enseignait le principe contraire, paie-toi en premier. Cela signifie mettre de côté de l'argent pour les investissements avant de payer les autres factures. Bien que cela puisse sembler irresponsable, le père riche argumentait que cela crée une pression productive qui te force à trouver des moyens supplémentaires de générer des revenus. Quand tu te paies en premier et qu'il ne te reste pas assez d'argent pour toutes les autres factures, ton esprit est forcé de trouver des solutions créatives. Tu peux chercher des revenus supplémentaires, négocier de meilleurs termes avec les créanciers, ou trouver des moyens de réduire les dépenses. Cette pression est productive, car elle te pousse vers la croissance financière. À l'inverse, quand tu paies toutes les factures en premier et qu'il ne te reste pas d'argent à investir, ton esprit se détend et accepte la situation. Il n'y a pas de pression pour grandir ou s'améliorer, donc il n'y a pas de croissance. Robert a souligné que cela ne signifie pas être irresponsable avec les obligations légitimes. Cela signifie structurer tes finances de manière à ce que la construction de richesse soit une priorité, et non quelque chose que tu fais seulement si de l'argent reste. Cinquième obstacle, l'arrogance. Le cinquième obstacle est l'arrogance, que Robert a défini comme l'ego plus l'ignorance. Beaucoup de gens dans le monde financier utilisent l'arrogance pour cacher leur manque de connaissances réelles. C'est particulièrement dangereux, car cela empêche l'apprentissage continu, qui est essentiel pour le succès financier. Robert avait observé que certaines des personnes les plus réussies qu'il connaissait étaient aussi les plus humbles pour admettre ce qu'elles ne savaient pas. Quand elles rencontraient un domaine où leurs connaissances étaient limitées, elles cherchaient immédiatement de l'éducation ou des conseils d'experts. L'arrogance, en revanche, pousse les gens à prendre des décisions financières importantes sans l'éducation adéquate. Ils peuvent investir dans des choses qu'ils ne comprennent pas simplement parce qu'ils ne veulent pas admettre leur ignorance, ou ils peuvent rejeter des conseils précieux parce qu'ils remettent en question leurs croyances existantes. Pour surmonter l'arrogance, le père riche recommandait de développer l'habitude de l'éducation continue. Quand tu rencontres un domaine où tes connaissances sont limitées, célèbre cette ignorance comme une opportunité de croissance, plutôt que quelque chose à cacher. Ces 5 obstacles sont universels dans le sens où presque tout le monde les rencontre à un certain degré.
La différence entre ceux qui atteignent l'indépendance financière et ceux qui ne l'atteignent pas réside souvent dans la façon dont ils reconnaissent et surmontent ces obstacles psychologiques. Le père riche a souligné que surmonter ces obstacles est un processus graduel qui nécessite une autoconscience constante. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement la peur, le pessimisme ou les autres obstacles, mais de les reconnaître quand ils apparaissent et de ne pas les laisser déterminer tes décisions financières. Il a aussi enseigné que chaque obstacle surmonté te rend plus fort et plus capable de gérer les défis financiers futurs. Le processus de surmonter ces obstacles est en lui-même une forme précieuse d'éducation qui te prépare à de plus grandes opportunités. Chapitre 9. Premier pas, commencer ton voyage. Après des années à observer des étudiants appliquer ou échouer à appliquer les leçons de son père riche, Robert a développé un guide pratique en 10 étapes pour ceux qui sont prêts à commencer leur voyage vers l'indépendance financière. Ces étapes ne sont pas théoriques, mais des actions spécifiques que n'importe qui peut entreprendre, quelle que soit sa situation financière actuelle. Étape 1. Trouve une raison plus grande que la réalité. La première étape nécessite une motivation émotionnelle profonde qui soit plus forte que les difficultés que tu rencontreras inévitablement sur le chemin. Robert a observé que la plupart des gens veulent être riches, mais quand ils sont confrontés à la réalité de ce que cela demande de construire la richesse, leur désir n'est pas assez fort pour les soutenir à travers les défis. Robert a partagé ses propres raisons émotionnelles profondes de vouloir l'indépendance financière. Il ne voulait pas passer sa vie à travailler pour les autres, comme il l'avait vu faire à ses parents. Il voulait la liberté de voyager, de passer du temps avec sa famille, et de poursuivre des centres d'intérêt personnel sans être limité par la nécessité de générer un salaire. Ces raisons émotionnelles l'ont soutenu pendant les moments difficiles, quand les investissements ne fonctionnaient pas comme prévu, quand il commettait des erreurs coûteuses, et quand les autres remettaient en question ses décisions. Sans une motivation émotionnelle forte, il est facile de rationaliser le retour à la sécurité de l'emploi traditionnel. Le père riche a enseigné que les gens ont besoin à la fois de vouloir et de ne pas vouloir pour réussir. Tu as besoin de vouloir la liberté, la sécurité et les opportunités qui viennent avec la richesse. Mais tu as aussi besoin de ne pas vouloir la médiocrité, la dépendance et l'insécurité financière qui viennent avec le fait de dépendre uniquement d'un salaire. Étape 2. Choisis quotidiennement. La deuxième étape consiste à reconnaître que construire la richesse nécessite des décisions conscientes chaque jour sur la façon dont tu utilises ton temps, ton argent et ton énergie mentale. Chaque jour, tu choisis entre des options qui te rapprochent de l'indépendance financière et des options qui te maintiennent dans la course des rats. Quand tu reçois de l'argent, tu peux choisir de le dépenser immédiatement en consommation, de l'épargner sur un compte bancaire à faible intérêt, ou de l'investir dans des actifs qui génèrent des revenus. Quand tu as du temps libre, tu peux choisir entre le divertissement passif, des activités sociales qui n'ajoutent pas de valeur, ou l'éducation qui améliore ton intelligence financière. Robert a souligné que ces choix quotidiens, bien qu'ils semblent petits individuellement, s'accumulent au fil des années pour créer des résultats radicalement différents. Une personne qui choisit constamment d'investir $200 par mois pendant 20 ans aura des résultats très différents de quelqu'un qui dépense ces mêmes $200 en divertissement. Le pouvoir de choisir s'étend aussi à la façon dont tu traites l'information. Tu peux choisir de lire des magazines de divertissement ou des publications financières. Tu peux choisir des émissions de télévision qui n'ajoutent pas de valeur à ta vie ou des programmes éducatifs qui élargissent tes connaissances. Étape 3. Choisis tes amis avec soin. La troisième étape reconnaît que les personnes avec qui tu passes du temps influencent significativement tes attitudes et tes décisions concernant l'argent. Robert avait des amis à différents niveaux financiers et avait appris quelque chose de précieux de chaque groupe. De ses amis qui luttaient financièrement, il avait appris ce qu'il ne fallait pas faire. Il avait pu observer les schémas de pensée et de comportement qui maintenaient les gens piégés dans des difficultés financières. De ses amis qui étaient financièrement réussis, il avait appris des stratégies et des mentalités qui contribuaient à la construction de la richesse.
Cependant, il a mis en garde contre le danger de demander des conseils financiers à des personnes qui n'ont pas atteint le succès financier. Beaucoup de gens bien intentionnés donneront des conseils sur les investissements ou les carrières professionnelles basées sur des peurs et des limitations, et non sur une expérience réussie. Robert recommandait de construire consciemment des relations avec des personnes qui peuvent enseigner différents aspects de la construction de la richesse. Des investisseurs réussis. Des entrepreneurs. Des professionnels financiers compétents. D'autres qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Étape 4. Maîtrise une formule, puis apprends une nouvelle. La 4e étape souligne l'importance de te concentrer sur une stratégie d'investissement jusqu'à ce que tu la maîtrises, avant de passer à de nouvelles stratégies. Robert avait observé que beaucoup de gens sautaient d'une opportunité d'investissement à une autre sans jamais développer de compétences réelles dans aucune. Quand il a commencé à investir dans l'immobilier, il s'est concentré exclusivement sur les petites propriétés locatives, jusqu'à ce qu'il comprenne complètement comment. Évaluer les propriétés. Gérer les locataires. Structurer le financement. Gérer tous les aspects de l'investissement immobilier. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé cette formule de base qu'il s'est étendu à d'autres types d'investissements immobiliers, comme les immeubles commerciaux et les développements. Ensuite, il a appliqué les mêmes principes de concentration pour apprendre les investissements en actions, en entreprises et en d'autres véhicules d'investissement. Cette approche systématique est plus efficace que d'essayer d'apprendre sur plusieurs types d'investissements simultanément. Elle te permet de construire confiance et compétences progressivement, en réduisant le risque d'erreurs coûteuses. Étape 5. Paie-toi en premier. La 5e étape met en pratique l'un des principes les plus importants du père riche, la discipline financière de payer tes investissements avant tes dépenses. Cela nécessite à la fois une discipline émotionnelle et une restructuration pratique de tes finances. Robert a expliqué que la plupart des gens utilisent la formule revenu, dépenses égale épargne ou investissement. Cette formule garantit que les investissements sont la dernière priorité et, souvent, ne se produisent pas du tout quand les dépenses augmentent. La formule du père riche était revenu, investissement égale dépenses. Cela fait des investissements la première priorité et force la créativité pour gérer les dépenses avec l'argent restant. Mettre cela en place peut créer une pression temporaire quand tu n'as pas assez d'argent pour couvrir toutes les dépenses après avoir investi. Mais le père riche a enseigné que cette pression est productive, car elle te motive à trouver des revenus supplémentaires ou à réduire les dépenses inutiles. Étape 6. Paie bien tes conseillers. La 6e étape reconnaît que les conseils financiers professionnels compétents sont un investissement, et non une dépense. Robert avait observé que beaucoup de gens essayaient d'économiser de l'argent en utilisant des conseillers à bas coût ou en essayant de tout faire eux-mêmes, mais cette fausse économie coûte souvent beaucoup plus cher à long terme. Un bon comptable qui comprend les investissements et la planification fiscale peut te faire économiser beaucoup plus que ce que tu paies en honoraires grâce à des stratégies fiscales légales. Un agent immobilier compétent qui comprend les investissements peut t'aider à trouver de meilleures opportunités et à éviter des erreurs coûteuses. La clé est de trouver des conseillers qui comprennent vraiment les investissements, et pas seulement des employés qui ont mémorisé des procédures standards. Robert recommandait de chercher des conseillers qui ont leurs propres investissements réussis, et pas seulement des références académiques. Il a aussi souligné l'importance de bien payer ses professionnels pour s'assurer qu'ils aient des incitations à te fournir leur meilleur travail. Les conseillers qui sont bien rémunérés ont tendance à être plus réactifs et à fournir un meilleur service. Étape 7. Sois un investisseur qui obtient quelque chose pour rien. La 7e étape implique de développer la capacité de structurer des investissements où tu récupères ton investissement initial rapidement, tout en conservant l'actif. Cela te permet de faire plusieurs investissements avec le même argent initial. Robert a partagé des exemples de ses propres investissements immobiliers,
où il avait acheté des propriétés, les avait améliorées pour augmenter leur valeur, puis les avait refinancées pour extraire son investissement initial, tout en conservant la propriété qui générait des revenus. Cette stratégie nécessite plus de sophistication que simplement acheter et conserver des investissements, mais elle permet une accélération dramatique dans la construction de la richesse. Elle réduit aussi le risque, car ton argent initial est disponible pour de nouvelles opportunités. Le concept s'applique au-delà de l'immobilier. Dans les investissements en actions, tu pourrais vendre suffisamment d'actions pour récupérer ton investissement initial quand le prix monte de manière significative, en conservant le reste comme une position gratuite. Étape 8. Utilise les actifs pour acheter des luxes. La 8e étape met en pratique la discipline d'utiliser uniquement le revenu des actifs pour acheter des luxes, jamais le revenu du travail. Cette pratique garantit que tu conserves tes actifs tout en profitant des avantages de la richesse. Quand tu veux acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, au lieu d'utiliser l'argent de ton salaire ou de vendre des actifs, tu dois d'abord construire suffisamment d'actifs pour générer le revenu nécessaire pour ce luxe. Cela peut prendre plus de temps, mais cela résulte en avoir à la fois le luxe et les actifs qui l'ont payé. Cette pratique crée aussi un cercle vertueux où chaque luxe que tu veux te motive à construire plus d'actifs. Au lieu que les luxes réduisent ta richesse, ils deviennent des incitations à augmenter ta richesse. Étape 9. Trouve des héros. La 9e étape reconnaît l'importance d'avoir des modèles qui démontrent que ce que tu veux accomplir est possible. Robert a étudié les biographies d'investisseurs réussis, d'entrepreneurs et d'autres qui avaient construit une richesse significative. Ces héros fournissent de l'inspiration pendant les moments difficiles, mais plus important encore, ils fournissent des exemples concrets de stratégies et de mentalités qui ont fonctionné pour les autres. Tu peux étudier leurs méthodes, adapter leurs stratégies à ta situation, et apprendre de leurs erreurs sans les commettre toi-même. Robert recommandait aussi de trouver des mentors locaux quand c'est possible, des personnes dans ta région qui ont atteint le succès financier et qui pourraient être disposées à partager leurs expériences avec toi. Étape 10. Enseigne et tu recevras. La 10e et dernière étape reconnaît que enseigner ce que tu as appris renforce tes propres connaissances, tout en aidant potentiellement les autres. Robert avait découvert qu'expliquer des concepts d'investissement aux autres le forçait à clarifier sa propre compréhension. Ce principe s'étend aussi au-delà de l'enseignement formel. Quand tu aides les autres à trouver des opportunités d'investissement, tu découvres souvent des opportunités pour toi-même. Quand tu aides les autres à développer des compétences financières, tu construis un réseau de contacts qui peut être précieux pour tes propres investissements futurs. Le père riche croyait que la vraie richesse vient du fait de donner, et pas seulement d'accumuler. Ceux qui partagent généreusement leurs connaissances, leurs opportunités et leurs ressources tendent à recevoir plus en retour. Ces 10 étapes fournissent un cadre pratique pour commencer le voyage vers l'indépendance financière. Elles ne nécessitent pas une grande quantité d'argent initial, mais elles nécessitent un engagement, une discipline et la volonté d'apprendre continuellement. Chaque étape se construit sur les précédentes, créant un élan qui rend les étapes futures plus faciles et plus efficaces. Chapitre 10. Actions spécifiques et stratégies supplémentaires. Au-delà des 10 étapes fondamentales, Robert a développé une série de tactiques et stratégies spécifiques qu'il avait utilisées personnellement pour identifier et profiter des opportunités d'investissement. Ces techniques sont pratiques et applicables, conçues pour aider n'importe qui a développé la capacité de reconnaître des opportunités que les autres ignorent. Arrête de faire ce qui ne fonctionne pas. L'une des premières stratégies que Robert a soulignées est l'importance de reconnaître honnêtement quand une approche ne produit pas de résultats et d'avoir le courage de changer. Einstein avait défini la folie comme faire la même chose encore et encore, mais s'attendre à des résultats différents. Beaucoup de gens restent piégés dans des stratégies financières qui ne fonctionnent clairement pas. Des emplois qui n'offrent pas de potentiel de croissance. Des investissements qui perdent constamment de l'argent.
Des habitudes de dépenses qui les maintiennent en dette. Le premier pas vers l'amélioration est d'arrêter ces activités contre-productives. Cela nécessite une honnêteté brutale sur ta situation actuelle et la volonté d'abandonner des stratégies familières mais inefficaces. Cela nécessite aussi de développer de nouvelles compétences et approches, ce qui peut être inconfortable ou intimidant au début. Cherche constamment de nouvelles idées. Robert recommandait de développer l'habitude de chercher constamment de nouvelles idées et opportunités. Cela inclut lire des publications financières, assister à des séminaires d'investissement, participer à des groupes d'investisseurs, avoir des conversations avec des personnes qui ont réussi dans différents domaines d'investissement. La clé est de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à considérer des approches qui peuvent être différentes de ce que tu as fait auparavant. Beaucoup des meilleures opportunités d'investissement viennent de domaines que tu n'avais initialement pas considérés. Robert a aussi souligné l'importance de chercher des idées qui en sont à leur stade précoce, avant qu'elles ne deviennent populaires et compétitives. Les meilleures opportunités nécessitent souvent d'agir quand les autres sont encore sceptiques ou n'ont pas reconnu le potentiel. Trouve des mentors et prends des cours. L'éducation continue est cruciale pour le succès en investissement. Robert recommandait de chercher des personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir et d'apprendre directement de leur expérience. Cela peut inclure une éducation formelle, comme des séminaires et des cours. Une éducation informelle, comme inviter des investisseurs réussis à déjeuner pour discuter de leur stratégie. Quand tu cherches des mentors, il est important d'offrir de la valeur en échange de leur temps et de leurs connaissances. Cela pourrait inclure aider avec des aspects de leurs affaires où tu as des compétences. Faire des recherches sur des opportunités potentielles. Ou simplement être un étudiant attentif et reconnaissant. Robert recommandait aussi d'investir dans une éducation de haute qualité, même quand elle semble chère au début. Un séminaire qui coûte plusieurs milliers de dollars peut sembler cher, mais s'il t'enseigne des stratégies qui te permettent de faire des investissements plus intelligents, il se paie par lui-même de nombreuses fois. Fais des offres constamment. L'une des stratégies les plus pratiques que Robert a enseignées est de faire des offres sur des opportunités d'investissement régulièrement, même quand tu n'es pas sûr qu'elles seront acceptées. Cette pratique développe plusieurs compétences importantes simultanément. Faire des offres te force à évaluer concrètement les opportunités d'investissement. Tu ne peux pas faire une offre sérieuse sans analyser les chiffres, considérer les risques et déterminer quel prix a du sens pour toi. Faire des offres te donne de l'expérience en négociation, qui est une compétence cruciale pour les investisseurs. Chaque interaction avec des vendeurs t'enseigne quelque chose sur la psychologie de la négociation, les conditions du marché et comment structurer des offres attrayantes. Faire des offres régulièrement signifie que, de temps en temps, tu seras surpris par l'acceptation d'une offre que tu pensais trop basse. Ces accidents peuvent aboutir à certaines de tes meilleurs investissements. Robert a raconté des histoires de propriétés qu'il avait achetées à des prix significativement inférieurs à leur valeur marchande, simplement parce qu'il avait fait des offres que d'autres investisseurs considéraient trop basses pour se donner la peine. Marche, court ou conduit dans des zones d'intérêt. Robert avait développé l'habitude d'explorer physiquement les zones où il envisageait d'investir. Cette exploration directe révèle souvent des opportunités qui ne sont pas disponibles par le biais d'annonces formelles ou d'agents. Quand il marchait ou conduisait dans des quartiers, il cherchait des signes de changement. Des propriétés en vente. Une activité de construction. De nouvelles entreprises qui ouvrent ou ferment. D'autres indicateurs de tendance du marché. Il parlait aussi aux résidents locaux, aux travailleurs de la construction et aux propriétaires d'entreprises pour obtenir des perspectives de l'intérieur sur la zone. Cette intelligence de première main lui donnait souvent des avantages sur d'autres investisseurs qui dépendaient uniquement de données officielles ou de rapports d'agents.
Il pouvait identifier des zones qui s'amélioraient avant que cela ne se reflète dans des prix plus élevés. Cherche aux bons endroits. Robert a enseigné que les meilleures opportunités d'investissement ne se trouvent pas toujours aux endroits les plus évidents. Alors que la plupart des investisseurs cherchent des opportunités dans les annonces classées ou les listes d'agents, les meilleures opportunités viennent souvent de situations de détresse ou de changement de vie. Il recommandait de développer des relations avec des professionnels qui rencontrent régulièrement des personnes ayant besoin de vendre des actifs rapidement. Des avocats spécialisés en divorce. Des avocats en faillite. Des exécuteurs testamentaires. D'autres qui gèrent des situations financières difficiles. Il recommandait aussi de chercher dans des marchés qui sont temporairement déprimés en raison de conditions économiques locales, de changements d'industrie ou de facteurs externes qui ne reflètent pas la valeur fondamentale à long terme des actifs. Trouve d'abord des acheteurs, puis des vendeurs. Une stratégie contre-intuitive que Robert utilisait fréquemment était d'identifier des personnes qui voulaient acheter certains types d'investissements avant de trouver ces investissements. Cette approche lui permettait de sécuriser des acheteurs pour des investissements avant de s'engager à les acheter lui-même. Par exemple, s'il connaissait un investisseur qui cherchait un type spécifique de propriété locative, Robert chercherait exactement cette propriété, la mettrait sous contrat, puis la vendrait à l'investisseur pour un profit. Cela lui permettait de générer des revenus sans utiliser son propre argent pour des investissements à long terme. Cette stratégie nécessite de développer un réseau d'investisseurs actifs et de comprendre exactement quel type d'opportunité ils recherchent. Elle nécessite aussi la capacité de reconnaître et d'évaluer rapidement les opportunités. Apprends de l'histoire. Robert a étudié de manière approfondie les schémas historiques dans les marchés d'investissement pour identifier des opportunités qui se répétaient de manière cyclique. Les marchés ont tendance à se déplacer en cycles prévisibles, et ceux qui comprennent ces schémas peuvent se positionner pour profiter des phases lucratives. Par exemple, les marchés immobiliers passent typiquement par des cycles d'expansion, de pic, de contraction et de reprise. Les investisseurs éduqués peuvent acheter pendant les phases de contraction, quand les prix sont bas, et vendre pendant les phases d'expansion, quand les prix sont élevés. Étudier l'histoire financière fournit aussi des perspectives sur la façon dont différents types de crises économiques affectent différents types d'investissements. Cette perspective historique peut aider les investisseurs à rester calmes pendant les périodes de volatilité et à reconnaître les opportunités qui se présentent pendant les temps difficiles. Ces stratégies spécifiques fonctionnent mieux quand elles sont utilisées de manière cohérente pendant des mois et des années, et non comme des tactiques occasionnelles. Développer la capacité de reconnaître et de profiter des opportunités d'investissement est un processus graduel qui nécessite une pratique constante et un raffinement continu des techniques. Épilogue, transformer des vies grâce à l'éducation financière. En arrivant à la fin de ce voyage à travers les enseignements transformateurs du Père Riche, Robert a partagé une histoire qui résume parfaitement le pouvoir pratique de l'application de ces principes. L'histoire concerne une amie qui économisait patiemment $300 par mois pour l'éducation universitaire de ses 4 enfants, en suivant les conseils financiers conventionnels. Quand Robert a calculé qu'elle aurait besoin d'environ $400 000 pour envoyer ses 4 enfants à l'université, il s'est rendu compte que sa stratégie d'épargne traditionnelle ne serait pas suffisante. Au lieu de simplement lui dire d'épargner plus ou de travailler plus d'heures, il lui a proposé une alternative qui utilisait les principes qu'il avait appris de son père riche. Au lieu de mettre l'argent sur un compte d'épargne qui rapportait un intérêt minimal, ils ont suggéré d'utiliser cet argent comme apport pour acheter des propriétés d'investissement. Le marché immobilier à Phoenix, à l'époque, était déprimé, créant des opportunités pour les investisseurs éduqués. Ils ont trouvé une maison qui était vendue beaucoup moins cher que sa valeur marchande en raison des circonstances du vendeur. En utilisant l'argent qu'elle avait économisé comme apport, son amie a acheté la propriété et l'a immédiatement mise en location.
Après avoir payé toutes les dépenses, y compris l'hypothèque, la propriété générait un flux de trésorerie positif de $15 par mois. Plus important encore, ce sont les locataires qui payaient l'hypothèque, ce qui signifiait qu'elle construisait un patrimoine sans utiliser son propre argent supplémentaire. Son plan était de conserver la propriété pendant 12 ans, en permettant au flux de trésorerie de payer la dette pendant que la valeur de la propriété augmentait. Quand le marché immobilier s'est redressé plusieurs années plus tard, la propriété s'était appréciée de manière significative. En utilisant une stratégie d'échange 1031, elle a pu vendre la propriété et réinvestir les gains dans une propriété plus grande sans payer d'impôt sur les plus-values. À travers ce processus d'échange successif, elle a finalement construit un portefeuille de propriétés qui générait suffisamment de revenus mensuels pour payer les frais universitaires de ses enfants sans toucher au capital. Elle avait transformé ses économies modestes en un système qui non seulement fournissait l'éducation pour ses enfants, mais continuerait à générer des revenus pendant des décennies. Cette histoire illustre plusieurs principes fondamentaux que nous avons explorés tout au long de ce voyage. L'argent peut travailler pour toi si tu comprends comment structurer les investissements correctement. Utiliser l'argent des autres, dans ce cas, les locataires, pour construire ta richesse est une stratégie puissante et légitime. L'éducation financière peut transformer les résultats de manière spectaculaire par rapport au suivi des stratégies financières conventionnelles. Mais peut-être que la leçon la plus importante de cette histoire est que ces principes ne sont pas théoriques, mais pratiques et applicables par des personnes ordinaires avec des ressources modestes. Tu n'as pas besoin d'être un génie financier ou d'avoir accès à des quantités massives de capital pour appliquer ces stratégies. Tu as besoin d'éducation, de patience et de la volonté d'agir différemment de la plupart des gens. Au cours de ce livre audio, nous avons exploré les 6 leçons fondamentales que le père riche a enseignées à Robert. Ces leçons remettent en question beaucoup des croyances les plus basiques que la plupart d'entre nous avons sur l'argent, le travail et la construction de la richesse. Nous avons appris que les riches ne travaillent pas pour l'argent de la manière que la plupart des gens comprennent le travail. Au lieu d'échanger du temps contre de l'argent indéfiniment, ils se concentrent sur la création et l'acquisition d'actifs qui génèrent des revenus indépendamment de leur présence physique. Nous avons découvert l'importance cruciale de l'alphabétisation financière réelle, non seulement la capacité d'équilibrer un chéquier, mais la compréhension profonde de la façon dont l'argent circule à travers différentes structures financières. Cette compréhension est la base pour reconnaître la différence entre les vrais actifs et les passifs déguisés en actifs. Nous avons exploré pourquoi il est essentiel de s'occuper de son propre business tout en gardant son emploi quotidien, en construisant progressivement une colonne d'actifs qui peut éventuellement fournir plus de revenus que ton salaire. Cette stratégie fournit une vraie sécurité, car tu ne dépends pas d'un seul employeur pour ta survie financière. Nous avons examiné comment les impôts et les structures sociétaires affectent différemment les employés par rapport aux entrepreneurs et aux investisseurs, et pourquoi comprendre ces différences est crucial pour la construction de richesses à long terme. La connaissance de ces outils juridiques peut faire la différence entre construire de la richesse efficacement ou travailler toute sa vie pour enrichir les autres. Nous avons découvert que les riches inventent littéralement l'argent en utilisant leur intelligence financière pour créer des opportunités et des solutions que les autres ne peuvent pas voir. Cette capacité ne nécessite pas de ressources massives pour se développer, mais elle nécessite une éducation continue et la volonté de penser de manière créative sur les problèmes financiers. Nous avons appris que travailler pour apprendre est plus précieux à long terme que travailler pour le salaire le plus élevé possible, surtout au début de sa carrière. Les compétences que tu développes détermineront tes options et tes opportunités pendant des décennies. Nous avons aussi identifié les 5 obstacles principaux qui empêchent la plupart des gens d'appliquer ces principes. La peur, le pessimisme, le conformisme, les mauvaises habitudes, l'arrogance. Reconnaître ces obstacles est la première étape pour les surmonter.
Enfin, nous avons exploré des étapes pratiques spécifiques que n'importe qui peut suivre pour commencer son voyage vers l'indépendance financière, quelle que soit sa situation de départ. Le message central qui émerge de toutes ces leçons est profondément porteur d'espoir. L'indépendance financière n'est pas un privilège réservé à une élite avec des avantages spéciaux. C'est un résultat prévisible de l'application cohérente de principes spécifiques au fil du temps. Les principes ne sont pas compliqués, bien qu'ils nécessitent un changement fondamental dans la façon dont tu penses à l'argent, au travail et à la richesse. Ils nécessitent une éducation continue, car les marchés, les lois et les opportunités évoluent constamment. Ils nécessitent de la patience, car la construction d'une vraie richesse prend du temps. Ils nécessitent du courage, car ils impliquent de prendre des risques calculés et d'agir différemment de la plupart des gens. Mais peut-être que le plus important est que ces principes nécessitent une action. Comme le père riche l'a souligné à maintes reprises. Le savoir sans action est inutile. Tu peux lire tous les livres sur l'investissement, assister à tous les séminaires et comprendre parfaitement tous les concepts, mais sans action pratique, tu resteras exactement là où tu es financièrement. La différence entre ceux qui atteignent l'indépendance financière et ceux qui ne l'atteignent pas réside rarement dans le manque d'informations ou d'opportunités. Plus fréquemment, c'est le manque d'action soutenue au fil du temps. C'est la tendance humaine naturelle à procrastiner, attendre des conditions parfaites, être détourné par les pressions et les distractions de la vie quotidienne. Robert a observé que beaucoup de gens expriment de l'enthousiasme pour ces concepts quand ils les entendent pour la première fois, mais que peu mettent réellement en œuvre des changements substantiels dans leur vie financière. Il est beaucoup plus facile de continuer avec des schémas familiers, même quand ces schémas ne produisent pas les résultats que nous voulons. Mais pour ceux qui sont prêts à agir, les opportunités n'ont jamais été meilleures. Les marchés mondiaux fournissent des opportunités d'investissement qui n'étaient pas disponibles pour les générations précédentes. La technologie a démocratisé l'accès à l'information et aux outils qui étaient autrefois disponibles uniquement pour les grandes institutions financières. Les changements économiques créent constamment de nouvelles opportunités pour ceux qui sont éduqués et préparés à les reconnaître. Le père riche croyait fermement que chaque personne a en elle le potentiel pour atteindre l'indépendance financière. Ce n'est pas une question d'intelligence supérieure, de connexion spéciale ou de chance exceptionnelle. C'est une question d'éducation, de discipline et de volonté de persévérer à travers les défis inévitables qui surgissent dans tout voyage significatif. Ta situation financière actuelle, aussi difficile qu'elle puisse sembler, n'est pas permanente. C'est simplement le résultat des décisions et des actions que tu as prises jusqu'à présent. En changeant tes décisions et tes actions, tu peux changer tes résultats. Cela ne signifie pas que le changement sera facile ou immédiat. La construction d'une vraie richesse prend typiquement des années, voire des décennies, et non des mois. Il y aura des obstacles, des erreurs et des moments de doute. Mais chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction te rapproche un peu plus de la liberté financière. Le premier pas est toujours le plus difficile. Décider que tu veux quelque chose de différent de ce que tu as actuellement, et t'engager à faire ce qui est nécessaire pour accomplir ce changement. Une fois que tu as pris cette décision et que tu commences à agir en conséquence, l'élan se construit progressivement. Chaque livre que tu lis sur les finances et l'investissement élargit tes connaissances. Chaque petit investissement que tu fais développe ton expérience pratique. Chaque relation que tu construis avec d'autres investisseurs élargit ton réseau et tes opportunités. Chaque erreur que tu fais et de laquelle tu apprends te rend plus sage en tant qu'investisseur. Ce qui commence comme de petits pas hésitants se transforme progressivement en confiance et compétence. Ce qui nécessite initialement beaucoup d'efforts et de concentration devient plus naturel et automatique. Et ce qui semblait autrefois impossible ou intimidant devient une partie normale de ta vie.
Le voyage vers l'indépendance financière est autant une question de croissance personnelle que d'accumulation de richesses. Il t'enseigne la discipline, la patience, la créativité, la persévérance. Il te connecte avec des personnes qui partagent tes valeurs et tes aspirations. Il te fournit un sens du but et de la direction qui va au-delà du simple divertissement ou de la consommation. Et surtout, il te donne la liberté la plus précieuse de toutes, la liberté de choisir comment tu passes ton temps. Quand tu ne dépends plus d'un salaire pour survivre, tu peux choisir de travailler sur des projets qui te passionnent, passer plus de temps avec les personnes que tu aimes, voyager, apprendre, contribuer à des causes que tu considères importantes. Cette liberté n'est pas seulement pour toi. Elle te positionne aussi pour aider les autres, que ce soit par les emplois que tu crées, le mentorat que tu fourniras, les ressources que tu pourras partager. La vraie richesse se multiplie quand elle est partagée. En concluant ce voyage à travers les enseignements du Père Riche, le message final est celui de l'espoir et de l'autonomisation. Indépendamment de l'endroit où tu te trouves actuellement dans ton voyage financier, tu as le pouvoir de changer ton destin. Tu as accès à l'éducation, aux outils et aux opportunités nécessaires pour construire la vie financière que tu désires. La seule chose requise maintenant est la décision de commencer et la détermination de persévérer. Tes deux actifs les plus précieux sont ton esprit et ton temps. La façon dont tu choisis d'utiliser ces actifs au cours des prochains mois et années déterminera ton futur financier. Le Père Riche a terminé ses enseignements par un rappel simple mais puissant. Tu n'as pas à être une victime des circonstances. Tu peux être l'architecte de ton propre destin financier. Le choix, comme toujours, t'appartient. Robert Kiyosaki et Sharon Lester ont partagé ces leçons dans l'espoir qu'elles transformeraient ta vie comme elles ont transformé celle de Robert. Mais la transformation ne se produit que par l'action. La connaissance que tu as acquise au cours de ces 2 heures n'est que le début. Ce que tu fais avec cette connaissance déterminera si cela a été simplement une expérience éducative intéressante ou le point de départ d'une transformation financière qui changera ta vie. La décision de la façon de procéder t'appartient et à toi seul. Mais souviens-toi, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Nous te souhaitons beaucoup de richesse et de grand bonheur dans ce fabuleux cadeau appelé la vie.